Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeux. Et je suis très content parce que j'ai des invités à côté de moi que j'attendais depuis très longtemps. Ça faisait un moment que je vous avais proposé de venir au chalet, passer un petit moment avec nous. Nous avons sur le canapé Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour. Tu es le fondateur de Board Game Arena. Exactement. Et nous avons Alexandre. Bonjour. Bonjour Alexandre, qui est un nouveau directeur, on va dire, quelque chose comme ça. Nouveau directeur de Board Game Arena, c'est ça. Board Game Arena. Vous connaissez forcément si vous suivez nos chaînes, si vous suivez la chaîne Twitch, le Discord d'un monde de jeux, abonnez-vous si c'est pas le cas. C'est une plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle nous jouons très régulièrement, nous organisons des petits tournois. Nous avons passé je sais pas calculer, est-ce qu'on peut voir le temps qu'on a passé sur Board Game Arena ? Je sais pas si c'est une info qui est publique ou qu'on doit dire en fait. De toute façon, c'est pas du temps réel la plupart du temps. Il y a beaucoup de possibilités de jouer en temps différé, en faisant un coup de temps en temps, donc on peut pas calculer. Mais j'ai passé énormément de temps sur cette plateforme à jouer à pas mal de jeux. Vous avez aussi probablement passé beaucoup de temps. Et on va avoir la chance de pouvoir discuter ensemble, de retracer un peu l'histoire de ce site formidable, disons-le clairement, que j'aime beaucoup à titre personnel. On va passer un petit moment ensemble, on va vous poser aussi des questions sur l'avenir, sur les changements, sur les jeux, les évolutions peut-être qui vont arriver sur le site. Vous allez avoir l'occasion de nous raconter exactement tout ce que vous voulez. Sur l'écran, je vais diffuser quelques images, mais c'est particulier. D'habitude, j'ai plein d'images à diffuser. Là, grosso modo, j'ai le site à diffuser. Parce que c'est l'essentiel de ce que l'on voit. C'est un site qui est forcément un peu virtuel. On ne se représente pas du tout de ce qu'est Board Game Arena en termes d'équipe. Vous êtes situé où déjà ? Première question, parce que c'est du virtuel, donc vous êtes à un seul endroit ? C'est ça en fait. On est tellement virtuel qu'on est partout. On est partout en fait. Voilà. Nous on aime bien les différentes cultures en fait. On aime bien avoir des gens de différentes cultures, de différentes langues en fait dans l'équipe. Donc alors on va en oublier. On est en France forcément. On est en Angleterre, en Allemagne, Croatie. Ah oui, il y a vraiment des gens de tous Espagne, les Belgique, Allemagne. Donc on est 10 et on est répartis dans peut-être 6 ou 7 pays, j'ai pas compté exactement. Mais je pense que c'est une chance pour une équipe comme ça de pouvoir être là. Puis de toute façon, depuis le Covid, on s'en fiche, tout le monde bosse. On arrive tous à bosser en remote et on arrive à collaborer comme ça et ça marche super bien en fait. Et donc ça parle en anglais, j'imagine. Ça parle en anglais. En anglais et en français, ouais. Et il n'y a pas de locaux Board Game Arena à un endroit particulier ? Non. Il n'y a pas une grande entreprise, un immeuble avec marqué BGA dessus ? Non. Puis on n'a pas besoin en fait. Bah non. Donc, non, et puis au final, en fait, ça s'est fait naturellement parce qu'on a commencé comme ça. On y reviendra peut-être, mais voilà, quand tu crées une boîte avec des gens qui sont distants, tu te poses pas la question des locaux. Et après, en fait, ça devient partie de l'identité de la boîte. Et après, je pense que les gens, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils aiment travailler avec nous aussi, pour ces raisons-là. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et finalement, je trouve ça très bien. Et c'est une très belle chose pour le service, en fait, quoi. Voilà. Alors on va revenir sur le début de l'histoire, Board Game Arena. Là j'ai mis le logo qui est actuellement sur le site. C'est pas le premier logo, j'en ai trouvé un autre. C'était celui-ci. Moi je me rappelle bien de celui-ci avec les petites icônes les petits ronds qui se réunissaient pendant le temps d'attente quand on cherchait un partenaire de jeu. Le premier Board Game Arena qui s'est lancé en quelle année ? Alors c'était en 2009, en juin 2009. Donc ça ressemblait effectivement à ça. Donc ça c'est un logo que j'ai fait avec mes petits doigts. Très réussi, vraiment. Super réussi. On sent que la recherche graphique, le truc. Il y a des gens qui sont attachés à ce truc-là. Ouais. Il y a des gens qui réclament même le retour de ce truc-là. Mais bon, enfin, en fait, ce logo, il veut dire ce qu'il veut dire. Il fait partie de l'histoire de BGA. C'était un site amateur. Il s'est créé, de manière complètement amateur, complètement comme un projet, au départ en plus du travail que je faisais, puis après en plus du travail que mon associé faisait. Et c'est un logo amateur pour un site amateur. Donc c'est bien que tu commences par là, parce que c'est vraiment ça l'histoire du site, quoi. Alors le nouveau logo il ressemble un petit peu à celui-ci malgré tout, parce que là on voit qu'il y a 4 formes autour d'un point central.
le nouveau logo, on reconnaît un petit peu le même système, puisqu'on a également ces 4 formes. Ça s'inspire quand même de l'histoire de l'ancien, pour quelque chose de plus dynamique et de plus moderne. Voilà, à un moment, c'est poser la question de professionnaliser le site. Donc fatalement, ça passe par le fait de s'y consacrer à plein temps, le fait de le transformer en entreprise, le fait de générer des revenus, d'avoir quelque chose de rentable, et puis à travers un changement d'identité graphique vers quelque chose de plus professionnel, quoi, qui est normal à ce moment-là. Autant si je commence à trop expliquer ce logo, je vais me faire taper sur les doigts par mon directeur artistique, parce que son mantra, c'est qu'un logo ne s'explique pas. Exactement. Donc, du coup, les gens peuvent y voir ce qu'ils veulent. On peut le citer quand même. Le directeur artistique, c'est Yann Parovel. Voilà, c'est Yann Parovel, qui a contribué à pas mal de différentes choses dans le monde ludique, et probablement un bon nombre de ceux qui regardent cette vidéo, ils ont dû le voir passer à différentes occasions. Je l'ai vu passer à différentes occasions. Voilà. Alors, Board Game Arena, ça s'est lancé donc en 2011, tu nous dis. Non, 2009 2009. Nous, on s'est croisés pas très longtemps après, je pense à Essen, dans les salons. C'était encore très amateur à l'époque. Ouais, parce que au début, déjà, ça s'appelait pas Board Game Arena, ça s'appelait Tournoi en ligne pendant les 6 premiers mois. Et il y a une histoire particulière en fait qui est liée à la création de Board Game Arena, c'est que tu crées un site pour jouer en ligne, donc tu penses avoir fait un truc merveilleux, tu sais, tu lances le truc, puis il y a personne qui vient, parce que personne ne connaît, quoi. Donc t'appelles tes potes, tu leur dis allez, venez tous les soirs à 20h, machin, tout ça, donc tu pleures au téléphone, tu sais, pour les motiver pour venir. Et on aurait très bien pu abandonner en se disant au bout de 3 mois non mais c'est bon, personne ne vient, etc. Et on a eu un article sur Trick Track, le truc qui est sorti de nulle part, qu'on a jamais trop compris pourquoi Trick Track à un moment s'est dit tiens, ce site il a l'air un peu mieux que les autres, et bam, ils nous pondent un article en plusieurs pages, en première page, pardon. Et donc ça c'était début juillet 2009. Et alors c'est une histoire un peu particulière, parce que celui qui a posté cet article en fait, c'était Monsieur Vincent. Oui. Et c'était quelques jours avant son décès. Son décès. Ah oui, je me rappelle bien. Et alors moi, ça me marque cette histoire, parce que moi, j'étais pas du tout du monde du jeu. Monsieur Vincent, c'est quelqu'un que je n'ai jamais connu, enfin, personnellement, j'ai connu qu'à travers ses vidéos. Et ce gars-là, quelques jours avant son décès, il nous lance. Et donc c'est un truc, quand j'y repense, c'est marquant. C'est marquant. Il a eu un accident de vélo à l'époque, il était renversé, donc ça arrive malheureusement, et ça a beaucoup marqué le monde du jeu de manière générale. C'est ça. Et du coup, depuis cet article-là, ça n'a jamais arrêté. C'est-à-dire que il y a eu du monde en permanence sur Board Game Arena. J'ai pas arrêté d'appeler mes potes, hein, mais j'ai arrêté de faire chier mes potes pour qu'ils viennent tous les soirs jouer sur le site. Et il y a eu tout le temps du monde. Sachant qu'à l'époque, en plus, c'est d'autant plus étonnant que Trick Track nous ait mis en avant. C'est-à-dire qu'on était un site entièrement pirate en fait, c'est-à-dire qu'on avait demandé l'autorisation pour aucun des jeux qui étaient sur le site. Et il y avait quel jeu alors sur ces premières versions ? Du coup, qui t'a pas demandé l'autorisation, c'est comme tu vas au supermarché, si tu piques des trucs, tu vas pas piquer les premiers prix. Alors nous, on avait Carcassonne, on avait Catan, on avait pris les... Alors qu'ils sont toujours sur le site aujourd'hui, donc si vous les trouvez, rassurez-vous, maintenant il y a des autorisations, tout est signé. On a mis quelques années, voire quelques dizaines d'années pour certains à re-avoir les autorisations pour les avoir sur le site, mais oui, évidemment, aujourd'hui, il y a tout est autorisé, évidemment. Il y en avait combien alors sur la première année ? Il y en avait 5 au départ, après on en a lancé un par mois. Enfin, je dis on, alors au départ j'étais tout seul, mais le site a vite grossi en fait. Donc à la fin de l'année 2019, on en avait une dizaine. Et là j'ai commencé à recevoir des lettres d'avocats, des huissiers qui venaient taper à ma porte en me disant monsieur, il faudrait que vous arrêtiez de faire des bêtises. Et du coup c'est là que mon associé m'a rejoint, donc il s'appelle Emmanuel Collin. Oui. Et donc c'est avec lui qu'on a fait la majeure partie de l'aventure en fait de Board Game Arena. Et donc là on a pris 3 décisions majeures. C'est 1, de s'associer, 2,
de légaliser le site, donc en retirant les choses qui n'étaient pas autorisées et en négociant après les licences. Et 3, on a vu que ça marchait, et on s'est dit pour que ça marche, il faut le rendre international. Donc on a fait une version anglaise et on a changé le nom vers Board Game Arena. Donc ça c'était début 2010 et c'est là qu'on a véritablement lancé BGA. Au début de l'histoire, toi t'étais pas encore dans la boucle à ce moment-là. Dans la boucle à ce moment-là. J'étais joueur, moi je suis arrivé en 2018-2019. En tant que participant En tant que développeur en fait, parce qu'il y a un truc qui est génial sur Board Game Arena tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un aspect studio qui permet, je dirais à n'importe qui, de venir développer son propre jeu. Donc forcément l'idée c'est d'avoir une licence d'un auteur, d'un éditeur pour y aller. Et moi je suis rentré parce qu'en fait, je pense que c'est Emmanuel qui avait développé le jeu Crossmaster Arena, auquel je jouais beaucoup. Et en fait, je le dis, le jeu il marchait pas top, il y avait pas mal de bugs, etc. Et vous aviez un peu baissé les bras sur le sujet. Et vous cherchiez quelqu'un pour essayer de reprendre et d'améliorer le jeu. Et donc je suis rentré comme ça par la petite porte de derrière, pour donner 2-3 coups de tournevis et améliorer le jeu, rajouter des unités, etc. Ça, c'était, je pense, un jeu qui avait une forte communauté, Crossmaster, qu'on a toujours des jeux, et donc du coup c'était vraiment chouette d'avoir quelqu'un qui aimait le jeu, qui l'a pris sous son aile et qui l'a poussé. C'est super important d'être passionné par le jeu, de connaître le jeu, de foncer là-dedans en fait. Et le côté studio, ça a démarré très tôt, dès le début Non, ça n'a pas démarré. Ça n'a pas démarré de si tôt, je pense que c'était 2 ou 3 ans après le démarrage du site. En fait, ce qui se passait, c'est que nous, on essayait d'avoir une sortie par mois sur le site, donc qui était un investissement quand même assez important, surtout qu'on bossait à côté. Et du coup, moi et Emmanuel, on essayait de rajouter des jeux... et très vite il y a des gens qui nous ont dit mais c'est génial, nous on a envie aussi de rajouter des jeux. Et de l'autre côté on avait des éditeurs qui nous disaient mais nous on veut avoir plus de jeux sur la plateforme. Alors c'est pas si facile que ça de dire on va mettre les deux en relation, ça se fait pas en claquant des doigts comme ça. C'est pas complètement évident, il faut que tu construises une plateforme développeur, il faut que tu publies de la documentation, il y a tout un processus qui est fait, mais finalement c'était assez naturel pour nous vu qu'il y avait cette demande et cette offre en fait à mettre en relation. Et donc voilà, c'est Emmanuel, mon associé, à un moment qui a dit on fonce, on crée donc ce qui est devenu le studio, et qui est aujourd'hui une plateforme sur laquelle on a plus de 5 ou 6 000 développeurs qui sont enregistrés sur la plateforme, qui produit la quasi-totalité en fait des jeux qui sont sur la plateforme, qui est une plateforme super dynamique et qui nous permet comme ça d'avoir plein de nouveautés. Et surtout ce que nous permet le studio, c'est quelque chose de très important, c'est que même si porter un jeu sur BGA ça a un coût qui est relativement faible comparé à un projet informatique qu'on peut avoir sur une smartphone, ça n'a rien à voir en fait. C'est beaucoup moins cher, mais néanmoins ça représente un coût qui peut être très important pour certains éditeurs. On sait qu'il y a des éditeurs dans le monde de l'édition, des fois ça fonctionne avec 3 bouts de ficelle, et du coup même ces budgets qui peuvent paraître faibles sont importants pour ces éditeurs. Et le fait de pouvoir s'appuyer comme ça sur une communauté de développeurs qui sont des volontaires en fait, qui veulent développer des jeux par amour pour le jeu et par envie de le faire partager, ça permet de faire en sorte que tous les jeux aient une chance en fait d'aller sur BGA. Donc évidemment c'est pas le cas, on traite pas la même chose pour un gros titre quand il y a Catan qui arrive sur BGA, dont tu étais le développeur. J'étais le développeur. Co-développeur de Catan. Donc du coup, sur Catan, c'est un financement, c'est un projet type freelance classique qu'on a en informatique, avec une gestion. Parce que on sait qu'on va le rentabiliser, que le jeu va être payant, que tu veux de la qualité, tu veux des deadlines, tu veux que ça tienne en fait. Exactement. Pas le confier à un volontaire en disant ça sortira quand ça sortira. Faut que tu saches quand ça va sortir, faut que tu aies le contrôle dessus. Alors moi j'ai une question, c'est quand c'est un volontaire qui se lance sur un jeu, évidemment en accord avec l'éditeur, dans ce cas-là c'est le volontaire qui négocie le prix ou alors il y a des prix qui sont calculés avec Board Game Arena ? Alors on a vraiment plein de modèles différents, et c'est ça qu'on a réussi à faire, c'est en fait ce qu'on a fini par comprendre, c'est que dans l'édition, il y a un rapport de 1 à 1 million entre le jeu qui se vend le moins bien et le jeu qui voilà. Donc tu peux pas adopter les mêmes modèles. Donc il y a toute une partie qui est vraiment dans la sphère non commerciale, donc qui
tient plus de l'échange de bons procédés que de la relation commerciale. Donc dans ce cas-là, c'est souvent des éditeurs qui ont juste envie de faire connaître leur jeu, et des volontaires qui sont vraiment des purs bénévoles qui ont envie de faire découvrir le jeu. Et là, dans ce cas-là, il y a pas d'échange monétaire. Et après, nous, on a constitué toute une série de modèles qui va jusqu'au freelance qui est développé en disant bah voilà, tu feras ce jeu pour c'est quoi ton devis, ok, on se met d'accord et machin sur un planning, on fait ça, jusqu'à l'intermédiaire où des développeurs peuvent être intéressés suivant le jeu. Donc si le jeu il fonctionne, ils gagnent peut-être d'accord, plus que s'ils l'avaient fait en freelance, ou si le jeu marche pas, là pour le coup voilà. Bon, on a créé toute cette série de modèles, alors qui peuvent paraître antinomiques, parce que souvent ça paraît un peu antinomique de faire bosser au sein d'un même écosystème des bénévoles et puis des freelances, etc. Mais après c'est vraiment au choix de chacun. Il y en a, ils préfèrent faire que des projets typiquement en bénévole parce qu'ils ont envie de bosser au rythme qu'ils veulent, ils ont envie de choisir les jeux sur lesquels ils ont envie de bosser. Puis il y en a d'autres, ils préfèrent faire que des projets où ils sont rétribués pour leur travail. Bien sûr, ça dépend. Et du coup, voilà. Puis il y en a que ça rassure, j'imagine, parce que moi ça a été mon cas aussi dans certains travaux que j'ai fait, ça rassure aussi des fois de commencer de manière un peu sans contrainte, sans la pression. Exactement. Et finalement, c'est un écosystème qui paraît un peu, qui peut paraître bancal, mais qui en réalité fonctionne extrêmement bien et sur lequel chacun trouve son compte, aussi bien les éditeurs que les développeurs. Et voilà. On a eu des questions parmi nos abonnés, et notamment Passim qui nous demande quel est le processus pour qu'un jeu arrive. On y a un petit peu répondu ici malgré tout, mais est-ce que c'est l'éditeur qui vous propose son jeu, ou est-ce que vous, des fois, vous allez voir les éditeurs en disant celui-là, on a des volontaires, on a très très envie de le faire. Est-ce qu'il y a une méthode type, ou encore une fois là c'est variable? Moi je pense que c'est variable en fait, parce que tu as à la fois le développeur passionné qui va pouvoir contacter l'éditeur directement pour dire moi j'aime beaucoup ton jeu, j'aimerais le porter sur Board Game Arena, est-ce qu'on est d'accord? Et il y a un mécanisme sur le studio qui permet de demander, de valider qu'on a bien la licence pour faire le jeu. Auquel cas on passe sur un développement de jeu, je dirais classique, où le jeu on le développe, on va pouvoir le tester. On est une phase où le jeu il va être d'abord en phase alpha, c'est-à-dire qu'il va pouvoir testé par un nombre restreint d'utilisateurs de Board Game Arena qui ont l'habitude beaucoup de jouer, qui permet de corriger la plupart des bugs. Et puis ensuite on enchaîne. La phase de bêta c'est ouvert à tout le monde, mais on sait qu'il peut rester des bugs résiduels, notamment quand le gars il va utiliser une tablette ou un device un peu particulier qui fait que la mise en page est pas pile poil appropriée. Et in fine tu vas vraiment sortir ton jeu géré en release officielle et tout va bien. Donc ça c'est effectivement quand tu as le développeur qui va pouvoir aller chercher qui va pouvoir proposer un jeu. Tu as également des éditeurs qui viennent nous voir en disant on aimerait que le jeu soit chez BGA, on peut discuter du modèle avec eux et on dit c'est du bénévolat, au contraire vous avez des dates et on essaie de faire un truc avec des freelances, avec premium, ou au contraire nous aussi en tant que BGA il y a des licences qui nous intéressent parce qu'on pense que ça peut marcher, etc. Et on va également solliciter des marchés des éditeurs là-dessus. C'est un peu ces trois modèles en fait aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, j'imagine que vous êtes très sollicité maintenant, parce que pour un éditeur, on l'a beaucoup entendu, nous, quand on reçoit des gens au chalet, très souvent on parle des modèles de communication, parce qu'on est sur la communication évidemment, et ça arrive de plus en plus souvent que les gens nous disent, nous, là, on a un moment fort avec la sortie du jeu sur BGA, parfois même avant la sortie du jeu en physique, ce qui était arrivé, je crois, avec Seasons pour la première fois. Oui. Ça s'est beaucoup développé, ça. Seasons, c'était une belle histoire, parce que c'était à l'Asmodee, donc qui était ces journées organisées par Asmodee à l'époque, où il y avait certains prototypes ou certains jeux en cours de finalisation qui sortaient. Et donc c'est là que Libellule nous avait présenté Seasons, et on avait complètement craqué pour ce jeu. Et du coup on l'avait... c'est Seasons. Du coup, c'est mon compte, j'en ai fait quelques parties. Oui, je suis impressionné par le nombre de trophées en fait. Wow. Et c'est vrai que on avait craqué pour le jeu, pour les combos, les cartes. Enfin, c'est vraiment un jeu magnifique. Et du coup, on a décidé de le développer en avance de phase par rapport à sa sortie. Et il avait cartonné sur BGA. Derrière, il y avait eu la Gen Con où du coup il avait été boosté par tout ça. Il avait été sold out rapidement. Enfin, c'était une histoire assez incroyable. Et au final, je pense que c'est un jeu qui a montré la voie sur BGA, avec ce qu'on pouvait faire sur BGA. Alors après plus tard, c'est des choses qu'on a objectivées, où on a pu faire des études pour montrer le processus qui était à l'œuvre.
finalement, pourquoi les éditeurs mettent leurs jeux sur BGA, pourquoi ça marche, alors, toi, c'est pas représentatif, Martin, parce que quand on regarde ta bibliothèque de jeux, elle est beaucoup trop impressionnante, mais moi, j'invite les gens qui nous regardent à faire l'expérience chez eux, de regarder leur ludothèque et de se poser la question sur chaque jeu, pourquoi ils l'ont acheté. Oui. Et alors, moi, je l'ai fait pour la mienne, et dans 2/3 des cas, c'est des jeux que j'avais déjà joués avant de les acheter. Bah oui. J'y avais joué sur un salon, j'y avais joué chez des amis, j'y avais joué sur ça. Et c'est naturel, on achète des jeux, on prend un risque en achetant un jeu qui nous plaise pas ou quoi, donc la plupart du temps on joue à un jeu avant de l'acheter, donc c'est jouer qui fait acheter. Oui, et puis c'est ce on essaie de mettre en avant aussi en communication, ce qui génère l'envie d'acheter, c'est l'attente parfois. Si on n'arrive pas à créer cette attente, derrière les éditeurs rament une fois que leur jeu est sorti pour pousser les gens à le découvrir malgré tout. Mais ce travail sur l'attente, vous faites partie de ceux qui vous pouvez le générer. C'est ça, et puis voilà, du coup, une fois que tu as cette bonne expérience avec le jeu, tu vas acheter ce jeu-là plutôt qu'un autre, simplement parce que tu le connais. Donc voilà, donc c'est vraiment aujourd'hui la motivation première des éditeurs à venir mettre leurs jeux, souvent en gratuit quand c'est des nouveautés, de manière à les diffuser le plus largement possible. Ou après, en premium, sachant que le premium est venu bien plus tard, on a eu du premium qu'à partir de 2016 sur quelques années après. Voilà, c'est venu bien longtemps après, pour le coup, pour générer des revenus supplémentaires sur le jeu qui viennent compléter les revenus des ventes physiques. Alors sur Seasons, on a vu d'autres modèles du type de Seasons, par exemple, j'ai le souvenir on l'a vu en bas, le jeu Lucky Numbers. Ouais. Oui. J'ai eu le sentiment, moi quand je l'ai vu arriver sur BGA et battre des records, d'être joué énormément à ce moment-là, que ce lancement avait été particulièrement réussi et qu'il a fait un peu école. Parce que j'ai eu beaucoup d'éditeurs d'ailleurs qui me disent je veux faire comme Lucky Numbers. C'est Lucky Numbers, donc c'était avec David de Tiki Édition. Donc il croyait énormément dans ce jeu, mais avec il était lucide sur le fait que ce jeu déjà soit une tuerie. Ouais. En plus, c'était une réédition. Oui. Le jeu, on comprend d'ailleurs pas trop pourquoi il a pas. Enfin voilà, il fallait continuer à éditer ce jeu. C'est une très très belle réédition en plus qui est arrivée. C'était un jeu simple, donc c'était même pas trop quelque chose de très très important, un projet très important pour nous. Et en fait, on l'a vu arriver pendant l'été, et nous, c'est pas forcément un jeu qu'on prévoyait pousser au départ. Donc c'est vraiment, il y a eu un boost communautaire qui s'est fait sur BGA, les gens qui ont commencé à jouer à ce jeu. Donc du coup, tu te dis, le jeu, je vais le pousser comme ça, puis la communauté y joue, tu te dis, je vais peut-être le pousser comme ça, et à la fin, en fait, à la rentrée, je sais plus, c'était il y a 2 ou 3 ans, à la rentrée, on le pousse au max, parce que le jeu marche trop bien. Et c'est parfait pour ce genre de plateforme. Et c'est pas l'éditeur nous a pas payé, on peut pas arriver vers nous versant des tonnes d'argent en disant je veux que le jeu il soit poussé, ça marche pas comme ça en fait. Mais vous gardez votre liberté là-dessus. Nous on pousse ce que la communauté pousse. Donc le jeu il est arrivé comme n'importe quel autre jeu, et on a vu que derrière la communauté elle suivait, qu'elle s'accrochait, que le nombre de parties se multipliait, et du coup nous on est simplement de l'amplification en fait par rapport à ça. Et puis on peut pas forcer non plus les gens à jouer, mais le modèle a bien fonctionné parce que je crois que les ventes ont suivi, et beaucoup les attribuent aussi au succès du jeu sur Board Arena, parce que là aussi il est arrivé avant la sortie, je crois, sur la plateforme. Il est arrivé, à peu près en même temps, quoi. Après, on a eu dans l'histoire de Board Game Arena des phénomènes comme ça. On a eu un moment sur Sushigo, alors pour le coup qui était un jeu qui était sorti depuis longtemps, oui, qui était en version notamment étrangère. Ouais, chez Game Cocktail, alors France. Game White dans la version d'origine et Cocktail Games en France. Et du coup, en plus, il est arrivé à peu près au bon moment, parce qu'il est arrivé au moment du Covid, donc on en reparlera. Donc au bon moment pour un jeu en ligne, on va dire. Et du coup, les ventes du jeu ont été boostées, parce que c'est le jeu qui était mis en avant à ce moment-là. C'est un jeu qui est extraordinaire déjà de base, qui est extraordinaire en ligne, particulièrement agréable. L'adaptation est plutôt cool en plus. Et voilà, du coup, ça fait partie des jeux du confinement, en tout cas pour les fans de board game. Ouais.
Alors on va parler justement, avant d'aborder d'autres thèmes, on fait un petit peu dans le désordre malgré tout, mais c'est bien de rebondir aussi sur les thèmes que vous abordez. Le confinement, ça a été un moment qui a été assez important pour tous ceux qui sont restés chez eux et qui ont cherché quand même à partager des moments autour de la table. Ça a marqué, vous, dans votre évolution, un vrai boom? Il y a eu un avant et un après. Pour situer les choses, avant le confinement, on est deux chez BGA. Jusqu'au confinement, vous êtes que deux. Ouais, d'accord. On est que deux, donc c'est moi et Emmanuel. Ça fait 3 ans qu'on a lancé le Premium. Ça marche bien. On attire des gros titres sur BGA. On commence à envisager l'embauche d'un troisième employé à plein temps. Donc il y a Yann Parovel, notre DA, notre directeur artistique, pardon. Et du coup, on en est là en fait en mars 2020. Et c'est le moment où nous on commence à faire un partenariat avec un monde de jeux. Je crois que c'était pendant le confinement. Partenariat pour mettre en avant l'actualité de Board Game Arena dans notre format vidéo news. Vous le voyez régulièrement, on en parle. On met les jeux en avant, mais alors très naturel comme partenariat, je te remercie là-dessus, parce que pour nous c'était simple, on l'aurait, faut pas le dire, mais on l'aurait quasi fait gratos au départ, mais ça nous a fait vraiment plaisir d'avoir votre soutien, votre sponsoring là, pour cette émission-ci, et puis la possibilité nous de suivre une plateforme qu'on adore, parce qu'on jouait dessus régulièrement. Nous on est, nous on est ravis, en plus, nous on a cette possibilité qu'ont pas les éditeurs de, nous quand on vous sponsorise une émission, je veux dire, on vous engage pas à dire du mal ou du bien des jeux qui sont sur BGA. Je veux dire, nous on n'est pas éditeur, on n'a pas de produit sur le truc. Nous, notre seul produit, c'est un service en ligne. Donc du coup, c'est nous, on a cette possibilité de le faire, de soutenir les médias. Il n'y a pas que un monde de jeux qu'on sponsorise, il y en a d'autres et on est super ravis de pouvoir... à chaque fois, c'est sans contrepartie en fait. On sponsorise, et on n'attend rien de vous en particulier dessus. Il y a quelques règles quand même, mais ça se fait naturellement en fait. Si ça se faisait pas naturellement, si nous n'étions pas joueurs de Board Game Arena, on pourrait pas en parler. On continuera à évoquer cette question un petit peu plus tard quand on parlera du rachat de Board Game Arena sur Asmodée, mais pour être très rapide, au moment où vous avez été racheté, sachant qu'il y avait Trick Track, je t'avais écrit en te disant mais tu veux continuer ou tu veux faire le sponsoring avec Trick Track, donc la question elle s'était posée aussi naturellement, et merci d'être resté aussi partenaire d'un monde de jeu durant cette période-là. Effectivement, il n'y a pas de, il y a pas de raison, ça se passe bien. Le truc, nous on est ravis quoi. Mais bon. Et donc là j'ai mis l'image du mode premium, donc tu l'as lancé 3 ans avant le confinement, c'est ça. Tu nous as dit. Ce mode-là, on va le rappeler très rapidement pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est que sur Board Game Arena, vous pouvez jouer à tous les jeux gratuits, mais il y a des jeux qui sont réservés exclusivement au premium. C'est pas le seul avantage qu'on a quand on est premium. Alors, effectivement, tu l'as cité, tu peux effectivement jouer à des jeux qui sont flagués premium, ce qui veut dire que des joueurs qui ne sont pas premium peuvent rejoindre ces tables malgré tout. Donc tu peux créer une table pour recevoir et pour jouer avec d'autres personnes. Tu peux jouer avec des gens qui sont autour de toi, qui partagent la même adresse IP, qui permettent de jouer avec des gens dans ton salon, etc. facilement dessus. Si je résume, si moi je crée une table sur un jeu qui est premium, c'est le cas d'Azul, là je le vois, je peux inviter des copains qui ne le sont pas et qui peuvent jouer avec moi. Des copains qui ne le sont pas et qui peuvent jouer avec toi. A contrario, quelqu'un qui n'est pas premium, il va attendre qu'une table se crée, soit ouverte et qu'il pourra rejoindre. Donc il peut le faire aussi. Il peut le faire aussi. Il pourra y jouer, mais il ne pourra pas créer la table. Tu as accès quand tu es premium également à tout ce qui est chat audio et vidéo. C'est-à-dire que tu as effectivement la possibilité, plutôt d'avoir juste le simple chat textuel que tu as en cours de partie, tu as le chat audio qui est disponible. C'est beaucoup utilisé ça, vous avez des stats là-dessus? Parce que j'ai jamais fait, moi, j'ai jamais eu envie de discuter avec les gens. C'est utilisé par les groupes d'amis, notamment ceux qui sont pas à l'aise avec Discord, avec ce genre de choses qui ont pas, voilà, ça fait un bon... après, entrée inconnue, c'est un peu, ça fait un peu bizarre de te mettre à parler ou d'envoyer la vidéo. Ça fait un peu de chatroulette, quoi. Donc, généralisez vite. Mais entre amis, pour le coup, oui. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a lancé parce qu'en fait, on était dans une impasse au niveau de BGA en 2016 parce que le site était gratuit. Il y avait quelques fonctions qui faisaient partie du monde premium, mais les jeux en eux-mêmes étaient tous gratuits. Et en fait, donc du coup, on était toujours sur cette logique de dire il faut jouer pour vendre. Donc les éditeurs venaient mettre leurs jeux pour les faire connaître et les vendre.
Sauf que quand on allait voir les éditeurs qui avaient des grosses licences, les best-sellers, etc., eux ils nous disaient mais moi j'ai pas besoin de faire connaître mon jeu, moi c'est ces jeux qui sont hyper connus, c'est voilà, les Aventuriers du Rail, Carcassonne, machin, moi j'ai pas besoin de me faire connaître finalement. Donc ils ont commencé à nous parler, mais par contre si ça pouvait nous rapporter de l'argent, là pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Donc on a réfléchi à ça, on a lancé ce mode premium, donc sur un mode qui est finalement très proche de celui du jeu de société en général. C'est-à-dire que voilà, si Alex a un jeu, je vais chez lui, je profite du jeu sans avoir à le payer finalement. Il y a besoin qu'il y ait un seul joueur qui possède le jeu pour pouvoir y jouer. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce mode premium où finalement quand t'es premium, tu peux jouer à ce que tu veux. Et quand t'es pas premium, il faut que t'attendes qu'il y ait un joueur premium qui se manifeste pour le jeu que. Oui, bien sûr, avec sa boîte, quoi, simplement. Ce qui permet de maintenir l'aspect découverte, en fait, ce qui est très très important pour nous, puis pour le monde du jeu en général. Et voilà, tout en dégageant des revenus, parce qu'évidemment, à partir du moment où certains jeux sont payants, ça a boosté l'abonnement premium, le nombre d'abonnés, et nous, ça nous a permis de devenir professionnels. Donc ça a été un moment de bascule important pour le site, puisque du coup, là pour le coup, donc on est resté quand même de 2010 à 2016 en ayant un emploi à côté, et c'est au bout de 6 ans qu'on a pu passer professionnel finalement sur BGA. Donc te consacrer à plein temps sur BGA. Donc ça, alors il y a un aspect quand même sur lequel tu n'assistes pas non plus, mais qui est très important pour moi, c'est que sur les jeux, vous ne récupérez pas l'intégralité de la somme. Il y a une somme aussi qui revient aux auteurs, et les gens sont habitués maintenant au fait de pouvoir payer les services, donc déjà là-dessus je pense que on n'est plus dans la situation d'il y a 10 ans où c'était un problème pour les gens de payer un abonnement. Mais au-delà de ça, les gens sont, pour beaucoup en tout cas de ceux qui participent et qui commentent nos vidéos, sont très attachés aux auteurs, aux éditeurs, à défendre tout ce qui est tous les créateurs du monde du jeu, et vous défendez aussi les créateurs du monde du jeu, c'est important de revenir dessus. C'est ça, en fait, il y a un partage de revenus qui est fait donc sur les jeux qui sont premium, sur les jeux qui sont payants, avec des royalties qui sont notre premier poste de dépense de l'entreprise. C'est beaucoup plus que les salaires, c'est beaucoup plus que les serveurs, c'est beaucoup plus que tout ça. Et du coup, j'ai cette joie en tant que chef d'entreprise qui est que mon premier poste de dépense, je suis heureux de le payer. Ouais, mais c'est cool. Ça c'est merveilleux, quoi. Et puis je pense que les gens qui jouent sont heureux que le King Domino, je l'ai sorti ici, puisque je sais que Bruno Cathala est un peu à l'origine aussi de cette demande que les jeux soient payés. Oui. King Domino, Bruno Cathala touche de l'argent quand vous jouez à son jeu. C'est cool, on est heureux de savoir ça. Absolument, et pour certains auteurs, pour certains éditeurs, c'est devenu une part non négligeable de leurs revenus, et qui est important pour leur modèle économique et pour leur viabilité. Et ça c'est une immense fierté, parce que pour le coup c'est quelque chose qui n'existait pas avant, donc voilà, c'est un marché, c'est un marché, c'est quelque chose qui permet de récupérer de l'argent qui n'existait pas avant Board Game Arena. Ça ne se monétisait pas, ce genre de choses. Et là, du coup, ça procure un revenu supplémentaire à l'industrie. Et oui, ça, c'est une de nos plus grandes fiertés. Oui. Et Bruno, qui chaque année fait son bilan de l'année précédente, je lui ai posé la question, je ne l'ai plus en tête, donc je le mettrai en incrustation dans cette vidéo. Il nous a dit le pourcentage de ses gains numériques. Globalement, les revenus issus du numérique représentent à peu près 15% de mon chiffre d'affaires total. Ah oui, donc c'est vraiment pas... Donc c'est pas anecdotique. Donc c'est loin d'être négligeable. Tu dis issu du numérique, ça signifie qu'il y a d'autres choses que Board Game Arena qui entrent en compte? T'as quelques jeux qui sont sur application. Oui. Et du coup, on encourage tous les auteurs de jeux de société à aborder la question des droits électroniques quand ils signent des droits. Non pas pour les conserver, parce que ça fait des cauchemars après entre les graphismes qui appartiennent à l'éditeur et la marque qui appartient à l'éditeur et les règles à l'auteur, mais simplement en parlant, en l'intégrant à leur contrat, que ce soit clair de qui à qui appartient les droits digitaux, et comment on les commercialise, et comment l'auteur prend une part de ses revenus. Et c'est important, parce que c'était pas forcément le cas dans les contrats qui étaient signés il y a 10-20 ans, et après ça
peut poser des soucis quand il s'agit de porter le jeu en digital. Et là, sur King Domino, on voit qu'il y a le nom de l'auteur, le nom de l'illustrateur, le nom de l'éditeur évidemment. Vous avez indiqué aussi à chaque fois qui a développé le jeu. Donc bravo aussi pour ça, pour garder cette... Ça pose des problèmes, ça, justement. On en a parlé un petit peu, nous, en off. La propriété intellectuelle du code, j'ai découvert que c'est quelque chose qui existait aussi. Ouais. Oui, ça peut... Enfin, en général, non, ça pose pas de problème parce que on a appris en marchant à faire des contrats qui sont bien ficelés. Au début, tu fais tout à l'arrache parce que tu débutes et tu sais pas. Puis après, quand tu as plus de moyens, t'embauches des avocats qui t'expliquent que tout ce que tu as fait avant c'était pas bien et qu'il faut faire les choses de manière bien. On n'a jamais eu de problème. Oui. Véritablement, de gros problèmes vis-à-vis de ça. Mais t'es pas à l'abri en fait que c'est le problème dessus, donc il faut s'en prémunir. Nous après, on a fait un choix qui nous a paru légitime, qui est que les gens qui travaillent bénévolement sur Board Game Arena, au niveau de leurs adaptations de jeux, conservent la propriété du code qu'ils ont fait. Voilà. Nous, ça nous paraît être normal, ils sont bénévoles, ils sont pas payés, ils ont fait le truc pour leur plaisir, pour faire découvrir, ils restent propriétaires de leur code. Évidemment, on a une licence qui nous permet de l'utiliser, mais voilà, c'est comme ça. Mais oui, ça peut être des sujets qui sont très compliqués. Ouais. On a quand même bien évolué par rapport à la version initiale de Board Game Arena que tu développais tout seul sur des jeux dont tu avais fait le code, et cette version-là, maintenant, telle que vous la découvrez avec 10 employés derrière Board Game Arena, des questions de licence, des questions des problématiques de nombre de personnes qui se connectent. Est-ce que ça continue à progresser, Board Game Arena ? On a parlé du confinement, une période pendant laquelle forcément ça a beaucoup progressé, et aujourd'hui il en est quoi ? Alors, justement, du coup, pour revenir sur cette période de confinement, donc voilà, ce qui se passe, c'est que en mars 2020, donc du coup, on est deux et on envisage l'embauche d'une troisième personne, et là, il y a ce truc qui nous tombe dessus. Donc là, il faut voir dans les locaux de Board Game Arena, c'est-à-dire, il n'y a pas de locaux. Il n'y a pas de locaux. C'est la fête, quoi. Mais attends, je plaisante, bien sûr. C'est moi, je suis en week-end. Complètement à la montagne, machin, il y a le truc qui me tombe dessus, qui fuit partout, quoi. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu démarres une start-up, tu l'attends, le moment de bascule où tout le monde va se précipiter vers ton service. C'est ce que tu recherches. Donc tu recherches et tu fais tout en sorte que le jour où ça arrive, tu sois prêt et que tu sois prêt à grossir. Nous, là, ça fait 10 ans qu'on a lancé Board Game Arena. Pour nous, le service, il est mature. Voilà, donc du coup tu prévois de la marge sur tes trucs, mais tu prévois que peut-être si j'ai plus 50% de visiteurs, c'est voilà. Et là on a fait x10. x10. Voilà. Et là il n'y a plus rien qui tient, c'est-à-dire que enfin je sais pas. Enfin, c'est difficile à donner des comparaisons. Enfin, en gros, il y a tout qui fuit de partout. Et donc là, tu sors les outils de plombier, mais alors version. Ah oui, je me souviens d'une période où il fallait avoir des nouveaux serveurs. On attendait les nouveaux serveurs tous les jours. Mais version hard, c'est-à-dire que tu coupes des services qui sont les moins essentiels, les fonctionnalités qui sont les moins essentielles, mais tu coupes dans le gros. Et tu fais quasiment de l'électricité à main nue en raccordant les trucs, quoi. C'est retour vers le futur, quoi. Sur le truc. On se rend pas compte, nous on comprend rien au code, mais bon. C'est pour ça que j'essaie de donner des images, mais donc on dort pas. Voilà, on dort 2 heures à peu près par nuit pendant 20 jours pour essayer de faire ça. On invente des nouvelles architectures, donc c'est-à-dire que là la maison tient plus en fait, donc il faut carrément changer des éléments qui sont des éléments de fondation, des choses qui existent encore aujourd'hui en fait, qui ont été inventées en 20 jours sur ce truc-là pour pouvoir tenir la charge, parce que c'est plus le même service. Donc ça a été assez dur. Physiquement, voilà. Et là, il vaut mieux pas choper le Covid pendant cette période. Ah non, faut pas choper le Covid. Non, puis, je veux dire, après, nous, on était 2, mais après, on est comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait les enfants qui faisaient l'école à la maison, en plus de tout ça. Donc, voilà. Mais il fallait pas louper ce tournant-là. Mais fallait pas louper, parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est que les médias étaient à la recherche de bonnes nouvelles, et nous, on était une bonne nouvelle. Ouais. Voilà. Les gens, on avait besoin de leur dire arrêtez de penser au Covid, aérez-vous l'esprit, regardez sur ce site, vous pouvez jouer aux jeux de société même pendant le confinement.
Et donc du coup, on a eu une campagne média exceptionnelle qui a fait que voilà, on a fait ce fouet. Alors évidemment, tous les gens sont pas restés. Une fois que c'est redescendu, Oui. on n'est pas resté, mais on a suffisamment bien travaillé pour qu'il y ait, voilà, en gros, on a fait un x5 et x6 sur le long terme. Donc évidemment, c'était plus la même entreprise avant et après. Et aujourd'hui, c'est toujours, on n'est pas repassé avant l'étape du confinement, parce qu'il n'y a plus de confinement. Donc non, les gens sont restés. Ils sont restés. Les gens sont restés. Alors il y en a qui sont pas restés évidemment, mais faut voir qu'on était une boîte de 2 ingénieurs, 2 informaticiens qui bien naïvement se disaient que de toute façon on a fait un bon service, donc les gens ils savent qu'on existe, alors qu'en fait il y avait plein de gens qui savaient pas qu'on existait. Oui. Et ils l'ont découvert à l'occasion du Covid. Si on avait été plus malin, on aurait fait des campagnes, des pubs télé, voilà, je sais pas, des trucs. Mais bon, du coup, c'est le Covid qui nous a fait la publicité qu'on n'a pas fait pendant des années finalement. Voilà. Donc ça a accéléré les choses. Ça a accéléré. Nous, on a embauché. Yann qui était en cours d'embauche, il est venu du jour au lendemain. On n'avait même pas le temps de lui signer un contrat. Son contrat, on l'a signé 3 mois plus tard. Son contrat. Il est venu. On a recruté une autre personne pour s'occuper du développement des jeux à la fin de l'année. Et voilà. Du coup, on arrive à la situation actuelle. Est-ce que tu as eu un peu peur à ce moment-là que les gens repartent et mince, faut grossir, mais je sais pas ce qui va se passer derrière? En fait, on s'est pas posé la question. Ouais. Nous, on a reçu énormément de messages d'amour, en fait. Bon, c'est pas ce qui était incroyable, c'est-à-dire que nous, on avait l'impression d'être les plombiers de l'extrême. On avait l'impression que ça fuyait partout, que le site il était jamais assez bon, jamais assez rapide, etc. Et les gens, au lieu de nous hurler dessus en disant vous n'êtes pas foutus de faire un service qui fonctionne alors qu'on en a besoin là maintenant tout de suite, les gens ils nous disaient mais on vous adore, continuez, on est derrière vous, etc. Donc ça te porte. Mais t'as porté vachement en fait aux gens qui étaient enfermés chez eux pour leur permettre de jouer avec leur cercle de joueurs habituel, etc. Donc forcément tu avais cette attente et tu avais ce soutien de la communauté, quoi. En tout cas, c'était vraiment super appréciable. Et donc du coup, non, on se posait pas la question. On se dit oui, peut-être que ça va retomber dans 3 mois, mais on s'en fiche. Là, c'est quasiment entre guillemets, c'est pas le cas, mais du service public, quoi. C'est on est le seul endroit où on peut jouer aux jeux de société. Faut qu'on fasse le minimum. Et après, on a vu que ça redescendait pas, on était content. Voilà. Mais sur le coup, nous, on n'a pas fait de plan sur la comète. Alors on arrive après à l'époque actuelle, grosso modo. La période, vous l'avez suivi, Board Game Arena aujourd'hui, ça fait partie du groupe Asmodée, puisque le groupe Asmodée a racheté le site. Tu n'en es plus le propriétaire, du coup. Non. Tu as employé Asmodée. Voilà. Donc on va parler des évolutions. C'est là que tu interviens aussi, parce que tu rentres. Alors tu étais déjà dans la boucle depuis, tu m'as dit, 2019. Alors moi, depuis 2019, à l'époque du confinement, je pense que c'est là que on va abandonné Cross Pastorana, j'avais un peu mis de côté, parce qu'on avait commencé à discuter de nouvelles licences adaptées, et c'est là que j'étais entré dans le développement du premier jeu que j'ai fait sur Béja, qui était Res Arcana. Je me suis pas allé, on était en confinement, donc moi j'avais le temps en fait. Super jeu, Res Arcana. Donc je me suis régalé à faire ça. De là on a continué, il y a eu quoi? Il y a eu du Splendor, il y a eu Seven Wonders Architect, qui était juste génial. En fait, Seven Wonders Architect, il y a une histoire, c'est que le jeu, en plein confinement, tu peux pas l'exposer en fait sur les festivals, etc. Et du coup, on avait fait un prototype du jeu pour permettre de l'essayer, d'avoir les retours de la communauté sur ce jeu-là. Ça s'appelait même pas Seven Wonders Architect en fait. À l'époque, il y a des mécaniques de jeu qui n'étaient pas, et du coup, j'ai eu la chance de voir le jeu évoluer pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est génial. De fil en aiguille, pas mal de jeux qui ont été développés. Et je ne vais pas tous les citer, mais il y en a 10-12 qui ont été développés aujourd'hui. Dont Catan. Dont Living Forest. Ludonaut aussi. La Living Forest, c'est tous développés par Alexandre. Alex et mon codev Benoît, en fait. On s'était répartis le boulot. Moi, gros succès du site. Living Forest, c'est un jeu qui marche très bien, auquel j'ai beaucoup joué. En fait, je n'ai pas les chiffres, c'est vous qui les avez, mais j'ai beaucoup joué, donc c'est gros succès personnel du site. De fil en aiguille, on se retrouve à discuter au Festival de Cannes. Il y a le rachat effectivement par Asmodée.
Et j'apprends qu'effectivement, on cherche un nouveau directeur quelque part de Board Game Arena, suite au rachat, pour essayer d'amener des têtes nouvelles à la tête de Board Game Arena. Donc je discute beaucoup avec Grégory pour voir effectivement quel est son jeu, parce que moi je voyais juste le côté développeur, je voyais la communauté développeur, etc. J'ai, on va dire, la chance, l'expérience, je dirais, par mon boulot d'avant, d'avoir fait de l'encadrement, d'avoir fait du management, etc. Et je me dis, en fait, pourquoi est-ce que j'essaierais pas d'allier les trois mondes, le monde du jeu, moi, qui me plaît, le monde de la technique, ou pareil, je suis informaticien, je suis dev, donc je m'éclate à faire ça, tout en structurant, tout en amenant, je dirais, tout en faisant évoluer et en portant Board Game Arena. Donc là, en fait, c'est passé quand ça, ce changement d'organigramme? Ce changement d'organigramme, pour moi, il est tout récent. Ouais. C'est que moi, je suis employé Board Game Arena depuis le 2 janvier. Ah oui, donc c'est vraiment très récent, là, on est en janvier. Je viens d'arriver en fait. Mais après, c'est quelque chose qu'on a anticipé depuis pas mal de temps. L'été dernier, en fait, on voyait ça. Parce que pour revenir juste un pas en arrière, en fait, quand on a commencé à être abordé par Asmodée, alors pas que par Asmodée, parce que évidemment, le succès du site n'est pas passé inaperçu. Donc voilà, on a eu plusieurs demandes, voilà, de fonds ou de sociétés qui pouvaient s'intéresser à Board Game Arena. Surtout que c'était une petite structure, donc c'était quelque chose d'attirant. Exactement. Et voilà, avec différents projets, certains intéressants, certains moins intéressants. Donc là, la question que tu te poses en tant qu'entrepreneur, c'est que bon voilà, ça fait 10 ans que tu as créé le truc, c'est plus un petit truc, c'est plus quelque chose à amorcer. Et donc se pose la question du futur plus lointain. Comment tu fais en sorte que dans 20 ans, que dans 30 ans, le truc soit toujours là. Et là, moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est de faire en sorte que ta création dépende plus de ses créateurs. Oui, voilà, donc on était deux fondateurs sur Board Game Arena. Comment faire en sorte que Board Game Arena fonctionne sans ses créateurs? Et j'étais super transparent dès le départ avec les acheteurs qui se sont présentés. J'ai dit, le but, c'est de faire en sorte que Board Game Arena soit toujours là dans 20 ans. C'est quoi le projet pour faire en sorte que ça fonctionne sans nous, ce machin-là, et que voilà, dans 10-20 ans, les gens puissent continuer à profiter de ce site, qu'ils soient voilà, dans le même esprit, comment on fait, quoi. Voilà. Donc il y avait différents projets suivant les acheteurs. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement avec Asmodée, parce que moi, je voulais pas d'acteurs issus du monde de la finance pure, parce que voilà, le truc où tu te fais racheter, où tu te fais revendre 3 ans après, ou machin. Je voulais une maison pour Board Game Arena. Je voulais pas d'acteurs du jeu vidéo non plus, parce que j'avais peur d'être quantité négligeable par rapport à la taille du marché du jeu vidéo. Voilà, je voulais quelqu'un du jeu de société. Donc du coup, finalement, ça s'est fait assez naturellement avec Asmodée. Concrètement, c'est eux qui ont proposé le projet industriel le meilleur, en fait, pour Board Game Arena. C'est ça qui se passe, avec un projet de développement de la boîte, pour aller recruter du monde, pour aller doubler les postes, faire en sorte que si demain quelqu'un part, le truc s'écroule pas. Et voilà, avec un vrai plan de transition, et qui se concrétise là avec l'arrivée d'Alexandre, où on voit que c'est quelque chose de construit, aussi bien sur l'équipe. Aujourd'hui, on a vraiment une équipe qui est assez formidable au sein de BGA, qui marche très très bien, avec des gens qui viennent de partout, alors en Europe, parce que c'est plus simple pour organiser, mais avec des gens qui viennent de partout en Europe, qui sont des gros fans de board game, qui vraiment voilà, sont au service du service, et qui fait que ça tourne super bien, et où voilà, aujourd'hui, voilà, le site est entre de bonnes mains, quoi. Et c'est voilà. Et ta place dans tout ça, sur l'avenir? C'est une question qui est importante. Quand on revend, souvent, il y a des changements aussi qui se posent. Alors voilà, clairement, moi j'ai été transparent dès le départ en disant que je voulais passer la main. Mais passer la main, ça veut pas dire... tiens, disparaître du jour au lendemain. Puis je disparais du jour au lendemain.
Bon, je crois comme tout créateur de quelque chose, j'ai envie que ça perdure dans le temps. Et on n'a pas du tout on n'est pas du tout dans le même contexte qu'un éditeur standard. C'est-à-dire, quand on voit tous les éditeurs qui font les beaux jeux là, qui sont autour de nous, le jour où cet éditeur coule, on continuera de jouer à leurs jeux. Leurs jeux seront toujours présents. Ça reste. Ouais. Le problème avec le numérique, c'est que il y a pas de traces. Donc garder un service numérique finalement sur le long terme, c'est quelque chose d'à la fois assez compliqué. C'est quelque chose qui se fait pas comme ça. On en a eu l'exemple récemment avec Trick Track, qui rencontre des sacrés problèmes et qui va peut-être mener à sa disparition. Et du coup, on voit bien que c'est pas du tout évident, que ça tient souvent sur peu de personnes, sur peu de compétences clés, sur peu de choses finalement qui peuvent s'écrouler du jour au lendemain. Donc voilà. Donc moi j'avais beaucoup à cœur. Trick Track, c'est un peu un anti-exemple pour moi. Oui. Voilà. De ce qu'il faut pas que. C'est lié à Asmodée aussi. C'est des questions qui se posent forcément. Oui, mais après, c'est-à-dire que moi, je sais pas, hein, je vois ça de loin comme à peu près tout le monde. J'en sais pas forcément beaucoup plus que tout le monde. Je sais pas qui est coupable. Je jetterai la pierre à personne, etc. N'empêche que, quand je vois qu'un fondateur partir et que l'entreprise s'écroule derrière. Moi j'ai pas envie que ça arrive à Board Game Arena. Et mon travail de ces 2 dernières années, ça a été de faire en sorte que moi je puisse demain ou après-demain, ou on verra quand ce sera le moment, partir, et que derrière il y a la relève qui soit assurée. Donc j'ai la chance d'avoir trouvé Alexandre, qui a toutes les qualités pour derrière prendre la suite. Et donc moi, mon but, c'est justement que BGA puisse continuer à perdurer, à évoluer, à se transformer, peut-être un peu aussi, mais pour continuer à ce que les joueurs puissent continuer à aller sur le site, à se régaler, à jouer, et partager des bons moments autour du monde ludique, et partager et découvrir de nouveaux jeux. C'est la finalité pour moi de ce site, et je veux que ça continue. J'étais joueur avant tout sur BGA, je suis encore joueur sur BGA, et je continue, et on est tous à Board Game Arena, on partage des sessions de jeux sur BGA, on est à fond là-dessus. Donc en fait, on est à la fois, on met à disposition ce service, mais on est passionné, on est utilisateur de ce service aussi, donc je trouve ça juste génial dans l'aventure. Donc toi, tu prends la direction de Board Game Arena aujourd'hui, et puis on a compris donc que c'était plutôt un départ, mais que tu fixes pas le moment du départ précisément. Non, parce que ce serait se mettre inutilement au pied du mur, en fait, à un moment donné. Moi, je continuerai à accompagner le site tant que Alex aura besoin, tant que le reste de l'équipe auront besoin de moi, et à un moment, ça pourra être, ce sera cette année, mais au moment où ce sera bien, où le truc tournera bien, j'arrêterai, je ferai autre chose, Donc le train passe sur du bon rail et tu restes pour accompagner là-dessus. Je trouve ça super serein aussi. Et c'est super appréciable de la part du groupe de nous laisser faire ça. Je pense le choix de te prendre, Alexandre, pour continuer cette aventure sur Board Game Arena. Moi je trouve c'est un choix qui est éclairé, c'est un choix qui est safe pour le site, parce que vous avez compris que Alexandre, c'est quelqu'un que tu connais vachement bien. Je connais vachement le site, bien le site, le back-end, je vois ce qu'il y a derrière, je sais comment ça fonctionne. Je connais pas tous les détails du site et je découvre depuis. T'arrives pas de nulle part, quoi. C'est ça. Oui, c'est très important. Je suis pas parachuté à la tête de BGA en fait. Voilà. C'est ça qui est important. Donc on arrive maintenant sur les questions actuelles, ce qui va advenir de Board Game Arena, les évolutions, et puis les questions que les gens se posent, parce qu'il y a des questions qui sont essentielles. Première question, quand même, qui est très importante, auquel évidemment tout le monde est très attaché. Attends. Est-ce qu'on va garder les planches sur Board Game Arena? C'est important. L'histoire des planches de Board Game Arena. Je te laisse répondre. Alors, c'est assez marrant parce que pour moi l'histoire des planches c'était assez surprenant, ça faisait un peu old school en fait, de voir ces planches là. Grégory m'a raconté l'histoire de ces planches qui à un moment étaient couleur du parquet qu'avait Grégory chez lui, etc. C'est mon parquet. C'est des vraies photos du parquet? C'est pas des vraies photos du parquet, mais c'est le teint parquet de chez Grégory, c'est ce que j'en ai compris. Si tu viens chez moi, c'est ça. Puis il y a un moment où il était plus clair. Il est devenu plus clair, c'est parce que j'ai déménagé en fait. Ah bon? Ah, vraiment? Le parquet est devenu plus clair à ce moment-là. Le parquet a changé là-dessus. Mais, donc tu joues à 4 pattes sur le sol. Exactement. On joue là-dessus. Non, je sais pas si tu as remarqué, mais depuis quelques temps, il y a une refonte graphique
qui s'opère petit à petit sur le site de BGA, qui est accompagné justement par Yann, le directeur artistique, qui amène des éléments. Oui. Et sur certains aspects, tu vois que sur les pages de jeu, ce parquet commence à être moins présent. D'un autre côté, tu vois qu'aussi le parquet a un côté rassurant, parce que ça fait... on reste des passionnés, ça fait toujours site de passionnés, en fait, oui. cette liste-là. Donc il faudra voir si on supprime le parquet, si on ne supprime pas le parquet. Tu vois qu'il y a pas mal de jeux, de développeurs de jeux qui ont pris le parti de rendre le parquet moins présent en essayant d'intégrer des playmats de jeux, etc. Donc on verra si le parquet sera entièrement supprimé ou si petit à petit il va disparaître et qu'il restera quand... Tu sais qu'il va y avoir des commentaires là de gens qui vont remercier Grégory, ça je m'attends, remercier Grégory dans les commentaires pour tout ce travail pendant toutes ces années, et puis qui vont quand même demander est-ce que le parquet reste, parce que nous on veut que le parquet reste, c'est très important. Sur page, il va rester. Et il disparaîtra pas probablement complètement, parce que c'est incroyable, mais ce parquet là, tu poses n'importe quel jeu dessus, ça marche. Ouais. Tu mettrais un fond blanc, un fond noir, un fond bleu, ça marcherait pas. Mais ce parquet-là, en fait, on croirait presque que les éditeurs de jeux de société, quand ils testent, ils doivent tester sur une table en bois ou quoi, parce que sur fond bois, tout marche, en fait. Bah nous, parce qu'on a un format Twitch sur lequel on joue parfois à Board Game Arena, on a repris le parquet, évidemment, parce que c'était essentiel dans le décor. Mais ça fait hurler tous les graphistes de la Terre. On est d'accord. Alors on a une question de Passim sur un jeu qui a failli arriver sur Board Game Arena et qui a été retiré. Bon, ça permet de répondre très rapidement, il n'y a pas tellement de secrets sur ce jeu, donc c'est pratique d'évoquer ces questions de licence également. Il s'est dit c'est de Salade de points. Ouais. Juste pour répondre très rapidement sur ce jeu-là. Alors Salade de points, je vais répondre et je te laisse corriger pour voir si j'ai bien compris l'historique de ce jeu-là. Salade de points, donc c'est un jeu sur lequel on a eu la licence de Board Game Arena pour adapter ce jeu en ligne. Il y a eu un travail d'un développeur qu'on remercie pour mettre ce jeu en ligne. Et la difficulté qu'on a eue, c'est qu'au moment où le jeu, on a eu le réalisé, où il était en bêta, l'éditeur est revenu vers nous, parce que malheureusement, au niveau de l'exploitation des droits digitaux, quelqu'un au sein de la même boîte avait accordé des droits exclusifs pour faire une application sur Android ou sur téléphone. Et du coup, on avait quelque part, nous, une licence non exclusive pour exploiter ce jeu. Oui. Et à côté, il y avait une licence exclusive qui a été signée. Et comme c'est... le plus simple pour nous, et comme on aime bien, je dis à l'éditeur aussi, on a mis le jeu en sommeil là-dessus, donc il est plus accessible aujourd'hui sur Board Game Arena, et on continue de travailler avec l'éditeur, parce qu'on considère que notre relation avec l'éditeur, c'est aussi quelque chose d'important. Peut-être que ce jeu reviendra un moment plus tard, etc. Mais on n'a pas le droit aujourd'hui d'exploiter ce jeu sur Board Game Arena. C'est partie des problèmes de licence, donc c'est très compliqué, les problèmes de licence. Il faut vraiment être très clair de qui on l'octroie, ce qu'on peut en faire, etc. Et on essaye, nous, chez BGA, d'avoir une vue très claire sur quels jeux on a vraiment le droit d'exploiter, lesquels on n'a pas le droit, lesquels on est en discussion, etc. Pour avoir une... Alors si je résume très vite, quand même, pour que c'est plus rassurant, en fait, c'est simplement un problème à l'origine avec l'éditeur et son contrat d'origine vis-à-vis des droits numériques. C'est pas de votre fait, en fait. C'est pas de votre fait, et c'est pas Board Game Arena qui a fait n'importe quoi sur ce jeu. C'est rare. C'est rare. On blâme pas du tout personne. Nous, notre but, c'est de rendre les éditeurs heureux. Qu'ils soient heureux d'avoir ce jeu-là. Là, il s'est trouvé que il y a un problème juridique à régler. Ils ont fait une erreur. Ça arrive. Oui. Voilà. Et voilà. Et puis un jour dans le futur, peut-être que le jeu reviendra. Et voilà. Bon, faut voir que ça peut arriver. Les droits digitaux, c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. On est dans les questions de droit, donc c'est des questions d'avocat finalement. Que nous joueurs on maîtrise pas toujours très bien. Il y a des licences qui sont rachetées, qui changent de main. Il y a des choses. On l'a vu. Là, ce mois-ci, il y a eu Libertalia par exemple, qui est une licence qui était chez Asmodée, qui est passée chez Stone Meyer Games. Donc changement de. Oui. Voilà. Donc suite au changement, le jeu passe en premium. Parce que c'est simplement qu'on passe chez un éditeur différent, il y a d'autres logiques qui sont à l'œuvre, d'autres envies, etc. Et ça passe. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Donc. Beaucoup se posent la question de savoir il va y avoir des applications dédiées sur smartphone, sur les différents devices, parce que j'imagine que ça, c'est une complexité extrême pour les développeurs d'avoir un jeu qui s'applique parfaitement à la fois sur Android et sur iOS. C'est pour ça qu'en fait le parti a été pris chez BGA quand on développe les jeux de le faire dans un navigateur web. Ce qui est la chose qui existe sur une multiplicité de devices, sur un grand nombre de devices. Vous allez sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, c'est plus classique, sur la plupart des tablettes sont là. Vous pouvez jouer à Board Game Arena sur une PlayStation parce que c'est un navigateur. C'est énorme en fait la possibilité qu'il y a derrière.
forcément ça ne s'adapte pas pile poil parfaitement partout. Et aujourd'hui on s'est posé la question effectivement d'avoir des applications iOS Android. Donc on a déjà une application Android mais qui ne fait quelque part que ouvrir la page web de Board Game Arena, donc c'est une page un petit peu creuse. On se pose la question d'avoir ces applications plus pour être visibles sur les stores quelque part, Apple, Android. Mais aujourd'hui, d'un point de vue difficulté technique, c'est un cran dessus et on n'a pas les bras pour tout refaire. Donc l'idée, ça serait de trouver le bon moyen pour à la fois être présent sans avoir à redévelopper tout le site, tous les jeux et en s'intégrant directement à ça. On a un exemple d'un jeu, parce qu'en fait, dans les choix techniques qui ont été faits sur BGA, on reste quand même assez ouvert et on a un exemple d'un jeu qui est The Hive, qui est sur iOS, Android ou les deux, je ne sais plus. Avec les insectes là et les hexagones. Un petit jeu abstrait avec des insectes. C'est ça. Et en fait, quand on lance l'application, ça se connecte en fait au site de BGA et ça interagit avec le joueur de BGA directement. Donc on a des passerelles comme ça qui existent. C'est un cas très particulier, mais on peut avoir ce genre de passerelle qui existe. Donc une application, je dirais dédiée native à iOS, Android, c'est pas pour tout de suite, parce qu'aujourd'hui on a le moyen d'y jouer depuis n'importe quel navigateur en apportant un confort de jeu qu'on considère aujourd'hui satisfaisant. Donc c'est pas exclu, mais c'est pas pour tout de suite en tout cas. J'ai une question aussi sur... il y a un mode arène, alors ça s'est lancé il n'y a pas très longtemps sur Board Game Arena. Comment ça fonctionne ce mode? Est-ce que ça a eu un impact particulier? Parce que moi j'ai regardé ça avec curiosité, je le fais pas sur toutes les saisons. Hein. Il y a un système de saison, on peut participer et essayer d'avoir le meilleur classement possible. Le mode arène, il faut le voir comme un super championnat en fait, une super ligue de BGA sur un jeu qui permet aux meilleurs joueurs, les joueurs qui jouent beaucoup, qui sont classés aujourd'hui via un système de points qu'on appelle les lots, de s'affronter et de vraiment monter en grade et désigner à l'issue de la saison d'arène qui dure 6 semaines, je pense que c'est ça, c'est 3 mois, c'est 3 mois, à l'issue de la saison d'arène, de désigner quel est le champion de la saison. Donc c'est vraiment le mode ultra compétitif par excellence qu'on a sur BGA, qui est un mode dans lequel c'est assez bien, et on fait beaucoup participer à la communauté. C'est qu'en fonction d'un jeu, on n'a pas les mêmes options, et ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on puisse jouer à un jeu avec les meilleures options compétitives possibles. C'est pour ça qu'on a une communauté qu'on appelle la communauté des gourous, qu'on a aujourd'hui sur BGA, rien à voir avec une secte ou quoi que ce soit, mais c'est juste les initiés quelque part au jeu, qui peuvent dire, pour Season, le meilleur format pour du compétitif, on décide que c'est celui-là. 2 joueurs à chaque fois, il n'y en a pas d'autres. On ne joue pas à Season, ça n'a plus de 2 joueurs, ça n'a pas de sens. Et les gourous n'ont pas l'obligation de se raser la tête chez nous. Non, ils n'ont pas l'obligation de se raser la tête. Et en fait, du coup, ils permettent de choisir comme ça quel sera le prochain format de saison et d'avancer dans la suite. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'accueillir tous les publics sur BGA. C'est-à-dire que les gens qui sont débutants, qui veulent découvrir des jeux, voilà, on veut qu'ils trouvent de quoi faire sur BGA. Les gens qui sont ultra compétitifs, qui veulent juste aller chercher du niveau, on veut qu'ils puissent trouver quelque chose sur BGA. Les gens qui veulent jouer avec des amis distants, voilà. Et puis il y a des jeux très variés, donc effectivement, on ne veut pas jouer de la même façon à Baron Park que je vois là, qui est le jeu auquel j'ai beaucoup joué ces derniers mois. Et j'ai plus de mal à trouver des joueurs, des fois j'attends un petit moment, mais ça c'est rigolo, on a nos petites affinités et ça va être assez variable selon les jeux. Et je vois que Martin est Ligue Argent sur Baron Park. C'est-à-dire que j'étais Ligue assez haut et puis j'ai pas refait cette saison d'arène là, donc on va replacer en argent. Exactement. Voilà. À la fin de la saison, on recule, mais pas forcément tout en bas, on recule en fonction du classement qu'on avait avant. En fonction de la population que tu as dans le jeu aussi. Je crois que je suis monté 30e mondial, ce qui pour moi, sur un jeu, c'est déjà exceptionnel. On manquait, avant qu'on introduise l'arène, on manquait d'un vrai mode compétitif sur BGA, c'est-à-dire que la seule chose qui permettait d'avoir un peu de compétition, c'était le classement Elo. Oui. Mais le classement Elo, nous on le voit plus comme un indicateur du niveau, voilà, utilitaire, c'est-à-dire est-ce que je vais jouer contre un bon joueur, est-ce que je vais jouer contre un mauvais joueur. Et le fait que les gens le prennent pour quelque chose qui soit très 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 compétitif, je veux avoir un Elo plus important que mon voisin, était pas forcément quelque chose qu'on souhaitait, qui était dans l'essence de l'Elo. Donc du coup on a souhaité mettre un mode compétitif où là pour le coup le but c'est vraiment d'être numéro 1, de monter dans les ligues et d'affronter les meilleurs. Pour moi c'est d'affronter les meilleurs. Et quand on lance une partie, parce que moi ça m'arrive sur un jeu comme Narak, j'aime bien faire un Narak pour me détendre, c'est mon jeu de détente, j'ai souvent dit dans nos émissions. Avant de me coucher, je me dis allez, je vais pas me coucher tout de suite, je vais faire un petit Narak, ça dure 3/4 d'heure. Et donc sur ce jeu-là, je lance mes parties jamais en arène, j'ai pas spécialement envie, c'est juste pour m'amuser comme ça. On tombe sur des joueurs qui sont en train de le faire en arène Non, si tu es en mode arène, tu joueras forcément contre quelqu'un qui lui aussi a décidé de jouer en arène. Ok.
On reste sur ce principe-là. Et c'est pour ça que tu dors pas assez, en fait. Voilà. Ça peut être une des nombreuses raisons possibles. Alors, j'ai une autre question en ce qui concerne les évolutions, une question de Nuzul, qui trouve que Board Game Arena, c'est une interface qui est très pratique aussi pour apprendre à jouer au jeu. Le côté tutoriel est important. Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont prévues là-dessus? Lui, il aimerait bien qu'il y ait des modules, il vous suggère des trucs, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Il aimerait bien qu'il y ait des modules qui permettent de déplacer le matériel, de comprendre comment ça fonctionne, et qui intègrent les fonctions interactives avec le côté explication. Ouais, pour déplacer le matériel, pour apprendre à quelqu'un à jouer. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à faire avec l'interface actuelle de BGA. Une des forces de BGA, une des identités du site, c'est le contrôle des règles. C'est le fait que tu ne puisses pas jouer en dehors des règles qui sont établies. Il y a d'autres services qui proposent des approches plus bac à sable où tu peux tout bouger, mais qui présentent l'inconvénient que c'est beaucoup plus difficile à utiliser. Mais je pense qu'il pensait plutôt à un tutoriel, tu vois, le côté où le service t'explique. Et il n'y en a pas quelques-uns sur Board Game Arena, des petits tutoriels d'explication de partie? Tu as des tutoriels d'explication de partie où on va pouvoir, quand on réalise le tutoriel, intégrer des captures d'écran, etc., ce qui va nous permettre de zoomer sur une carte, etc. On a aujourd'hui ces fonctionnalités-là. Mais on ne va pas pouvoir, sur l'interface de jeu en tant que tel, glisser, déposer et amener à un autre endroit le tas de cartes pour plus se mettre en évidence. Et les tutoriels, c'est quelque chose qu'on a introduit assez récemment dans le site. Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans. Moi j'aurais dit à peu près. 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est communautaire, comme beaucoup de choses sur BGA. Voilà, on considère qu'on n'est pas forcément nous les meilleurs pour apprendre et expliquer un jeu. Voilà, on préfère que ce soit quelqu'un qui soit fort en explication de règles et qui connaisse très bien le jeu. Et oui. Mais c'est un boulot de bien expliquer les règles du jeu, etc. Mais du coup, la communauté s'est bien saisie de ça. Il y a des gens qui adorent faire ça, expliquer des jeux en général, et du coup les expliquer à travers le site. Et du coup, voilà, aujourd'hui on a des tutoriels sur à peu près les 2/3 des jeux sur BGA. Et donc c'est tout à fait agréable en fait d'apprendre un jeu par ce biais-là. Et via le traduction, même un tutoriel en fait peut être traduit par la communauté, absolument, pour permettre à en bénéficier à les joueurs espagnols, brésiliens, anglais, etc. très facilement. C'est aussi un levier d'action assez incroyable pour les éditeurs, parce qu'ils ont une adresse internet sur laquelle ils peuvent envoyer les gens qui sont intéressés par ce jeu, et les gens vont pouvoir apprendre ce jeu et derrière faire une partie. Donc c'est quelque chose d'assez puissant et d'assez utile. Alors moi je regarde les questions que j'avais préparées. Dans l'ensemble, je vous ai posé des questions essentielles, mais il y a sans doute des choses sur lesquelles je ne suis pas au courant, forcément. Et vous avez peut-être des choses dont vous voulez nous parler, des évolutions, des choses qui vont arriver sur Board Game Arena. Non, ça n'a rien à voir, ça va pas arriver, je crois. C'est quoi? Mais finalement, ça c'est Marvel Snap. Ouais. Finalement, vous êtes concurrent, pas forcément de jeux de société, vous êtes concurrent du temps disponible pour les gens qui jouent de ce genre d'application au final. Puisque là, c'est parfait pour faire des petites parties en ligne. Vous jouez, vous, à ce genre? Tu connaissais pas, donc je pense que tu jouais moi, pas. Celui-là, je connais pas. Je joue effectivement des applis sur téléphone, etc. Hearthstone, je connais. Mais moi, je préfère aujourd'hui la partie jeu de société, vraiment, où il y a les règles et je peux... Ce que j'aime bien, c'est pouvoir, une fois chez moi, sortir la boîte de jeu et jouer avec des amis, parce que j'aurais fait découvrir sur BGA. Ou au contraire, j'ai découvert un jeu en physique. Je peux y jouer de la même manière là-dessus. Je pense pas qu'on soit en concurrence pour moi avec les applis Marvel, Hearthstone, etc. C'est différent, je pense, en fait. Ouais, je sais pas, j'ai une vision un peu différente. C'est-à-dire que, alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas en concurrence avec le jeu de société physique. Ça, pour le coup, on l'a jamais été. Parce que quand quelqu'un arrive chez toi, c'est ridicule d'ouvrir Board Game Arena, de mettre chacun face à un écran. Alors, enfin, voilà, là, c'est quelque chose d'assez ridicule. Par contre, oui, effectivement, la question se pose quand tu es seul derrière ton ordi. Est-ce que tu vas aller sur Board Game Arena? Est-ce que tu vas aller sur Steam jouer à quelque chose? Est-ce que tu vas aller sur ce genre d'appli? Ben voilà, c'est à nous de copier ce qui est bien, qui font que ces applis-là soient attirantes, et de faire en sorte que les gens soient attirés par Board Game Arena. Par rapport au site qui aujourd'hui, ça réclame une approche peut-être un peu plus professionnelle vis-à-vis du site, vis-à-vis du service. Il n'y a rien de
y a rien d'extraordinaire, c'est finalement ce que tout le monde fait dans le monde du jeu vidéo pour attirer les gens vers toi. Et voilà, c'est pas quelque chose qui va gêner les joueurs actuels qui s'en foutent et qui voilà. Mais oui, il y a du travail à faire de ce côté-là, partant de là où on est parti, c'est-à-dire d'un site amateur, pour arriver à un niveau de qualité, de simplicité d'utilisation et on parle de rétention des utilisateurs, qui soit similaire à ce qu'on peut avoir sur des jeux vidéo. Alors, est-ce qu'il y a des évolutions dont vous voulez parler, ou est-ce que pour l'instant on en reste là, il n'y a rien à dire? On a discuté des évolutions à venir sur le site de BGA, avec une espèce de feuille de route qui doit nous amener jusqu'à la fin de l'année sur à la fois des petites évolutions, des grandes évolutions. Principalement tout le travail qui a été fait au niveau du lobby, ce qui permet de créer des pages de jeu, qui change vraiment l'approche pour lancer les jeux. On va le continuer, ce qui fait qu'on va avoir d'autres changements qui vont arriver, qui permettront de relancer les parties plus facilement, de pouvoir proposer des options de matchmaking plus simple, c'est-à-dire que si vous êtes 2 joueurs à une table, un qui veut jouer avec l'option A, l'autre avec l'option B, vous savez chacun dans vos coins à attendre ce qui se passe, pouvoir proposer, attention, tu as peut-être une partie qui joue en mode avec l'option B derrière, tu peux la rejoindre et comme ça tu pourras jouer de suite. C'est proposer ce genre de choses pour mettre plus facilement les joueurs en relation les uns avec les autres. Ce qui n'est pas simple, parce que pour tous les anciens qui sont habitués au Board Game Arena, chaque changement, ça c'est valable sur tous les sites internet, en presse, dans tous les domaines, dès qu'on change un petit peu l'architecture, les gens sont complètement perdus. Et nous on se fait allumer. Hein. Et pourtant c'est beaucoup plus efficace. Mais, en fait, c'est ça le problème quand tu as un service de ce genre-là, c'est-à-dire que chaque fois quand tu fais un changement, on se fait allumer par la communauté, et au final, quand on regarde l'historique en 10 ans, les gens préfèrent le site de maintenant au site d'il y a 10 ans. Évidemment. Les gens préfèrent le site de maintenant au site d'il y a 10 ans, mais ils préfèrent le site d'il y a 1 an au site de maintenant. Oui. C'est ça les changements sont toujours mal vécus. Exactement. Donc c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est quelque chose qui est nécessaire, parce que si on bouge plus, ça veut dire que dans 5 ans on n'existe plus. Exactement. Voilà. Donc c'est ce qui fait la beauté. Même moi, je suis perdu souvent parce que j'ai plus mes habitudes. Oui. Quand je me connecte là, je suis encore sur cette page-là, je m'y repère pas, je sais plus comment on fait. Mais c'est très simple, c'est juste de la flemme de mon côté. Et j'ai tendance à me connecter sur la page jouer comme je faisais avant pour essayer de retrouver les jeux et puis lancer mes parties. Parce qu'on a encore des interfaces différentes qui qui coexistent. fait cohabiter les deux mondes encore, l'ancien monde quelque part et le nouveau monde là-dessus. Voilà, c'est vrai qu'on a introduit un nouveau lobby récemment, une nouvelle manière de créer et de rencontrer des gens qu'on voit à l'écran là, avec ce ce gros bouton jouer directement sur la page du jeu. Après voilà, c'est vrai que nous historiquement on avait quand même quelque chose qui était d'assez complexe, avec des tables qui se créaient, d'assez intimidant aussi pour les débutants. Ils avaient l'impression de rentrer dans une immense salle d'un club de jeux de société avec des barbus assis à table avec des sièges de libre. Est-ce que je m'assois, est-ce que je m'assois pas, etc. Enfin voilà, nous c'est comme ça que nous le retransmettaient les joueurs. On avait déjà essayé de traiter ça en ayant un mode qu'on a appelé automatique, où tu disais bon bah voilà, je joue à Seasons et puis donne-moi un adversaire, mais qui était un mode qui était pratiquement aussi intimidant pour les débutants en fait, parce que ils avaient l'impression de oh là je clique, je sais pas où je vais, je sais pas où ça m'emmène, etc. Nous là on a essayé de faire quelque chose donc pour ce nouveau lobby de plus intermédiaire, où il y ait à la fois du contrôle sur les options, sur le nombre de personnes qui vont être à table, etc. et de la simplicité, c'est-à-dire que voilà, concrètement on clique sur 2 boutons et on peut se retrouver dans une partie pour essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. On a passé beaucoup plus de temps sur voilà le design en fait de ce nouveau lobby qu'on l'a fait sur les lobbies précédents. On a fait des tests avec des utilisateurs, avec des débutants, avec des joueurs expérimentés sur BGA, etc. C'est pas quelque chose qui a été sorti comme ça du chapeau. C'est quelque chose auquel on croit beaucoup, et voilà, enfin, concrètement qui est l'avenir qui est l'avenir du lobby de BGA. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions qui vont arriver, d'autres projets dont on a le droit de parler? Alors en fait, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que par habitude on communique pas. Bah oui. En fait, sur ce qui va arriver. T'as des choses sur lesquelles on peut travailler, mais tant que c'est pas prêt à être sorti, etc. Si je t'amène une évolution sur BGA et que
je la détricote un mois après parce que c'est pas exactement là que je veux l'emmener, je vais plus perturber l'utilisateur existant qu'autre chose. Donc on attend vraiment que la fonctionnalité elle soit aux petits oignons, elle soit bien là, quitte à la retoucher un peu graphiquement, peut-être derrière il va y avoir la retour utilisateur, mais au moins que le concept soit bien là pour qu'on puisse l'amener et dire là ça y est, elle est disponible, elle est là maintenant. Et j'adore quand quelqu'un fait un message en disant regardez, le nouveau lobby il est là et c'est pas il va arriver en 3 mois. Il est là maintenant et vous pouvez y aller, on a vos retours là-dessus. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser BGA, ils voient que de toute façon il y a tout le temps une actu, il y a tout le temps des nouveaux jeux, les nouvelles fonctionnalités elles arrivent mois après mois. Le site là par rapport au site d'il y a 2 ans, il y a eu plein de choses qui ont changé, que ce soit la liste de jeux, le lobby, profil, la barre de recherche, il y a tout le temps une actualité. Donc nous on n'est pas dans le teasing, on n'est pas comme peuvent le faire certains studios de jeux vidéo, annoncer des trucs et puis après faire une alpha, faire une bêta. Finalement on a du mal à dire V1, V2, V3, V4 parce que ça arrive au fur et à mesure. Nous on annonce les choses quand elles sont là. Voilà. Ouais. Alors du coup ça nous fait passer pour des cons quand on nous dit vas-y annonce qu'est-ce qui va se passer sur BGA dans 6 mois. Voilà, nous c'est notre choix en termes de com. On annonce ce qui est là. Voilà. Mais bon, il y a plein d'idées et n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires de la vidéo pour suggérer vos idées, vos attentes, vos envies. Ça, c'est aussi constructif d'avoir les retours, mais je pense que les retours avec une communauté qui est aussi active que celle qui est présente sur Board Game Arena, vous n'en manquez pas. Ça va. Il y a un élément qui est important et qu'on regarde, c'est qu'il est possible de faire des suggestions en fait, d'évolution sur le site de Board Game Arena. Il y a une page qui est dédiée à ça, on peut à la fois reporter des bugs mais aussi reporter des améliorations et on tient compte, même si ça ne se voit pas forcément parce qu'on attend que ce soit fait, parfait pour arriver, mais on tient compte de ces évolutions et de ces souhaits-là pour construire notre feuille de route des évolutions déjà. C'est ce qui a fait le succès du service, c'est-à-dire le fait d'impliquer la communauté à plein de niveaux différents. C'est tous ces retours qui ont construit, qui ont construit le site, retour ou participation directe du site. Voilà, c'est quand on dit que Board Game Arena est un site communautaire, c'est pas un slogan en fait. Ça a été vraiment construit comme ça. Et le fait que ce soit un passionné de King Domino qui ait développé King Domino, que ce soit des passionnés qui l'ont traduit, qui l'ont alimenté, qui alimentent sa communauté, qui alimentent le côté compétitif, etc. Ça fait que quand les joueurs arrivent sur BGA, ils ont l'impression d'être là où sont leurs potes, quoi. Et voilà, de toute façon, ça fait partie de l'histoire et de l'ADN du site, et de toute façon quoi qu'il arrive ça continuera, c'est sûr. Et c'est aussi une plateforme Board Game Arena sur laquelle on peut se faire pas mal d'amis parce que il y a tout cet aspect communauté qui est assez riche, il y a des échanges et nous notamment sur notre Discord il y a des gens qui sont arrivés sur un monde de jeu via Board Game Arena ou des gens qui se sont retrouvés sur Board Game Arena via un monde de jeu mais qui échangent et qui passent des soirées ensemble à faire du jeu de société. Je le vois souvent sur mon mur parce que du coup on a toute une communauté avec machin est devenu ami avec machin, j'ai souvent ce genre de message là, c'est l'essence du jeu de société, c'est ce qu'on aime nous aussi. J'avais envie de terminer en vous posant quelques questions sur des jeux, parce que finalement, nous sommes joueurs. On a envie de parler de jeux de société aussi, on a beaucoup parlé de la plateforme. Quel est le jeu auquel vous avez le plus joué sur Board Game Arena ? Je pose des questions comme ça, vous pouvez répondre ou pas, mais je suis curieux de savoir. Moi, c'est Seasons, vous l'avez vu. J'ai vu ces Seasons. Moi, il faudrait regarder les stats, mais je suis persuadé que ça va être Crossmaster Blast. C'est une déclinaison de Crossmaster Arena que j'ai développé de manière bénévole derrière, qui est une petite communauté de joueurs qui est à fond dessus. Et je pense que une partie sur 3 qui est créée, je suis derrière et je suis en train de jouer à ça. C'est assez rapide, sans hésiter, ça va être celui-ci. Quand je le plus jouer. Ouais, moi je sais pas, c'est biaisé parce que il y a beaucoup de parties qui sont pas visibles parce que je les ai jouées parce que c'était des jeux qui étaient en cours de développement ou sur, tu veux pas voir les stats. ou sur voilà. Après moi j'aime beaucoup Lucky Numbers. On en a déjà parlé avant. Enfin, je trouve que le format est parfait. Après, je suis pas allé voir mes stats. Peut-être que c'est Can't Stop parce que juste il a depuis beaucoup plus longtemps. Donc peut-être que c'est Can't Stop. Clairement, c'est le jeu auquel je joue plus en physique, moi, Can't Stop, parce que de temps en temps, on se fait des parties sur Board Game Arena, puis en physique, il est pas forcément magnifique. Ou alors faut jouer à 2 joueurs pour que ce soit. De toute façon, toutes les parties lancées de dés, tous les trucs où on pioche des choses dans un sac, tout ça, en fait, ça ralentit énormément. Et quel est le jeu le plus joué de manière générale par tous les joueurs sur Board Game Arena ? Vous avez le nom du jeu ? Les dernières stats, c'est Ticket to Ride.
Les Aventuriers du Rail. Ouais, qui arrivait il n'y a pas si longtemps que Qui ça. arrive il n'y a mais pas si longtemps et forcément, qui truste la c'est une locomotive, Ticket to Ride. C'est locomotive Ticket to Ride là-dessus. Après, historiquement, celui qui a le plus de parties, c'est peut-être bien Race for the Galaxy parce que je me demande, faudrait que je regarde. Mais c'est un jeu qui est un peu. Mais il est vieux, Ouais, en fait. qui n'existe plus trop aujourd'hui dans le commerce, en tout cas. Si, il est ressorti l'année dernière, je crois. Ouais, c'est un jeu qui est excellent et qui a une rejouabilité qui est impressionnante. Hein. C'est même un peu le style de jeu que... Pas le même style de jeu que Seasons, mais... Oui, c'est un jeu de cartes à combo. Ouais, c'est un jeu de cartes à combo et on finit jamais de le découvrir, quoi. Puis il est très court, alors du coup, on peut enchaîner. Est-ce qu'il y a un jeu que vous adoreriez voir sur la plateforme? C'est une question compliquée, ça, parce que des fois, on est embêté parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont arriver. Mais est-ce qu'il y a un jeu que vous adoreriez voir sur la plateforme et qui n'y figure pas encore? Alors, oui. Alors, moi, j'en ai beaucoup. J'ai de la chance parce qu'il y a énormément de jeux que je rêvais d'avoir sur la plateforme et qu'on a fini par avoir. Mais oui, des jeux comme Clank, comme ah oui, Clank, ça serait Seeds, tellement bien. Comment on serait dit, génial. Site, je sais pas. Site, mais ouais, voilà, ouais. tout le monde sait de quoi on parle. Terraforming Mars. D'une par-dessus aussi. Ouais, Dune Imperium. Imperium, ça serait... C'est dur les jeux à licence parce qu'il y a d'autres acteurs que l'éditeur. Ouais. C'est voilà. Du coup, on en a. Mais Clank, il n'y a pas de quasiment licence. Et c'est un jeu de deck building, donc ça marche très très bien. Ouais, c'est un peu c'est- dans la catégorie de Narak aussi. C'est pour ça que j'aime bien Narak. Il y a ce côté deck building qui me plaît beaucoup. Mais oui, voilà. Mais à trouver, il y en aurait d'autres. J'adorerais faire. Comment il s'appelle? Full Metal Planet. Ça, ce serait voilà. Pile ou face. Oui, pile ou face. Pile ou face, genre pile ou face. Oui. Ah oui, bah oui, évidemment, pile ou face. Ouais, c'est mon rêve personnel. Hôtel, Si je pouvais avoir Pile ou face sur Board Game Arena, j'adore. Pile ou face sur Board Game Arena. On en a des jeux stupides. Oui, je sais. Ouais. On en a un certain nombre, hein, mais si on cherche bien. Est-ce que l'adaptation la plus complexe que vous ayez eu à faire ou à superviser sur Board Game Arena, alors t'en as fait moins toi de ce fait, t'en as supervisé beaucoup plus. Ouais. Alors moi, genre, je vais en retenir 3. Gozu, alors qui est malheureusement plus sur le site, et c'est un jeu de combo de cartes extrêmement complexe. Seasons, parce que... Beaucoup de combos quand même. Ouais. Encore récemment, il y avait encore des bugs qui restaient selon Oui. certaines Et configurations. puis Seasons, c'est un jeu qui s'est construit avec les extensions. Petit à petit. Donc c'est-à-dire que quand on a commencé à développer, on savait pas tout ce qui allait débouler derrière. Donc alors là forcément quand les auteurs ont tendance à avoir une imagination débordante et en général quand ça arrive aux développeurs ça voilà. Et on Froze the Edges pour le nombre de cartes en fait qui est impressionnant quoi. Voilà, en fait c'est souvent des cartes des jeux avec beaucoup de cartes et puis les interactions entre ces différentes interactions qui peuvent être très très compliquées quoi. Mais c'est là qu'on se rend compte que de la puissance créatrice des auteurs de jeux de société, parce qu'il y a dans n'importe quel jeu vidéo l'auteur arrive, le game designer arrive et a une idée qui défonce complètement la manière dont le jeu vidéo est codé. Il y a une armée de développeurs en face qui dit non mais jamais on fait ça. Et là, avec 3 coups de crayon, un auteur de jeu de société, il raye le texte, il met un autre texte sur sa carte, ça fait un effet absolument génial. Qui n'était pas du tout prévu par le jeu. Et voilà, et ça c'est extraordinaire, la force de création qu'on peut avoir, et la force d'innovation qu'on peut avoir dans le jeu de société. Alors nous après derrière, on sort les rames pour avancer. On sort les rames. Mais c'est avec plaisir. J'ai l'exemple de Res Arcana où en fait ça a été un plaisir de développer là aussi, la première version de Res Arcana. Ouais. Il y a des combos partout. Où en fait, quand tu as le jeu devant toi, quand tu dois développer le jeu, bah, tu vois les cartes à l'instant T, tu vois tout ce qui existe, tu vois les interactions et tu arrives à penser le jeu comme il faudrait le développer. Et la première extension est arrivée derrière. Et là, on regarde toutes les cartes, je me dis, bon, ok, ça va se faire, on a un moteur de jeu qui est très bien derrière. Il y a 2-3 pouvoirs de cartes qui font que je pense que la moitié du temps de l'extension, voire plus, ou 80% du temps de développement de l'extension, on l'a passé pour adapter, voir les interactions sur ces cartes-là. C'est ça la réalité du C'est ça en fait le truc qui arrive. C'est que des fois, sur une carte, tu passes plus de temps que sur 20 autres. Que sur tout le reste, sur tout le reste, tu arrives à voir ça derrière. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que c'est au développeur de s'adapter, c'est à l'adaptation de s'adapter. Et à aucun moment, en fait, l'auteur de jeu, il est bridé dans sa réflexion. Et moi, ça, je trouve ça juste génial. Il amène des éléments. Il y a un petit casse-tête aussi quand tu es développeur pour réussir à amener la bonne solution. Mais ça fait partie quelque part du challenge que tu as là-dessus.
Alors, je suis au bout de mes questions. Je suis ravi de vous avoir accueilli sur le canapé d'un monde de jeu. On était ravis de venir. Ravi d'avoir d'avoir été échangé. accueilli par toi. Ouais. Et puis de jouer sur Board Game Arena, parce qu'on le fait tous. On vous donne rendez-vous, parce qu'on fait des tournois assez régulièrement, nous, sur notre plateforme, si vous voulez jouer avec nous. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Ça, on en a peu parlé, mais finalement, l'ambiance, elle va être différente selon les groupes de joueurs. Forcément, il y a des gens qui jouent juste pour faire leur petit instant de jeu, surtout pas pour parler, surtout pas pour échanger. Et nous, on est très attachés sur les tournois qu'on organise via la plateforme Board Game Arena à avoir une petite communauté, à avoir des échanges, des gens qui se disent bonjour et qui partagent des bons moments ensemble. Donc si vous aimez ça aussi, vous pouvez nous rejoindre. On fait un tournoi le mercredi et le vendredi en général sur une nouveauté de Board Game Arena. Ça se passe sur notre Discord, vous trouvez les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre et à passer un moment avec nous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à toi, Martin. L'endroit est magnifique. Bravo pour ce que tu as réussi à construire autour de cette chaîne, de ce chalet, etc. C'est vraiment. Je suis vraiment ravi que tu sois. Ça fait longtemps que je te dis il faut que tu viennes, mais je suis ravi que tu viennes. Mais on est ravis.